Frérot, là, je vais te partager 5 secrets pour trouver des blockchains pépites. Et retiens bien ces secrets car ils nous ont été partagés par un fonds qui gère plusieurs millions de dollars. Et grâce à ces secrets, j'ai pu trouver une pépite qui a fait un x20, je t'en parlerai. Mais attention frérot, tu connais ton gars, c'est réservé aux mecs virils parce que quand tu te positionnes sur des cryptos au potentiel x20, tu prends aussi le risque de voir l'intégralité de ton portefeuille fondre comme neige au soleil. Donc, il faut vraiment avoir les convictions testostéronées et surtout prendre les responsabilités de ses actions, aussi bien quand on gagne que quand on perd. Je vais aussi te parler de tout ce qui se passe autour de Solana. Est-ce que c'est la fin de cette blockchain? On va voir ensemble dans cette vidéo et je vais te partager une information méconnue. Parce que dans la crypto et surtout en bullrun, il faut apprendre à différencier les signaux des bruits. Il y a beaucoup de personnes qui partagent des infos, mais qu'en est-il concrètement, frérot? Là, on va voir ça ensemble. Je vais aussi te parler de la guerre des stablecoins. Il y a un gros projet crypto qui va lancer son stablecoin. On va avoir un écosystème qui pourrait valoir 1 trillion de dollars en 2030. Juste pour te situer un peu, aujourd'hui, le Bitcoin vaut à peu près 1,3 trillion de dollars en termes de market cap. Enfin, on va parler d'airdrop parce que là, on est en train de bien manger et je te parle d'airdrop à 5 chiffres. Donc, j'espère que tu es positionné. Et si tu veux te positionner sur les opportunités sur lesquelles tu peux te placer gratuitement, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Tu trouveras le lien en description. Et puis, je vais te parler d'une grosse levée de fonds qui a été réalisée par un projet qu'on pensait endormi, comme quoi il faut se méfier de l'eau qui dort. Et on va voir pourquoi le Bitcoin pourrait nous réserver de belles surprises. Mais avant ça, tu connais ton gars. On va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait vraiment plaisir, les refs. Merci pour la force. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr et chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech et c'est parti, frérot, on commence. Ah ouais, mince, frérot, je suis un ouf. Je suis un ouf. Avant qu'on commence, frérot, si tu débutes, tu peux rejoindre mon programme pour débutants qui te permettra d'avoir les bases en crypto. Il est 100% gratuit et tu retrouveras le lien en description. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Commençons par Solana. Cette semaine, il y a eu beaucoup de FUD autour de la blockchain. On a appris qu'FTX aurait vendu des sols pour 64 dollars. On a aussi vu un graphique très partagé qui montrait que plus de 50% des transactions sur la blockchain Solana étaient en échec. On va essayer de démêler le vrai du faux quant à cette dernière information. Là, on a un article qui nous fait savoir que le sol a baissé, mais après, j'ai envie de dire que l'intégralité du marché a un peu retracé. Et si tu es dans la crypto, tu n'es pas sans savoir que les marchés sont erratiques, ça monte, ça baisse, rien d'alarmant. Maintenant, concentrons-nous sur ce trade. Mais avant ça, petit rappel quand même, sur les réseaux, ce ne sont pas les personnes les plus suivies qui partagent les meilleures informations. Et j'irai même encore plus loin en disant que ce sont souvent des comptes pépites méconnus qui partagent les informations les plus pertinentes. Et ce compte en fait partie. Je t'invite très fortement à le suivre. Pourquoi les transactions sur Solana échouent? Bon, là, on voit le graphique qui montre que plus de 50% des transactions sur le réseau Solana sont en échec. Mais quand on creuse, on remarque que parmi ces transactions, seulement 8% ont été réalisées par des vraies personnes. Ça veut dire que 92% des transactions en échec ont en réalité été réalisées par des robots. Et là, on peut se demander, mais pourquoi des robots voudraient effectuer des transactions sur une blockchain? Tout simplement pour se faire de l'argent. Quand un token se lance,
pour être parmi les premières, si ce n'est la première personne qui en achète, c'est beaucoup plus facile avec un robot. Et quand tu arrives à acheter un token au tout début, tu peux facilement faire un gros multiple. Et avec l'essor des mêmes coins qu'on voit sur la blockchain Solana, il y a de plus en plus de robots qui veulent sniper, qui veulent essayer justement de se faire de l'argent en se positionnant très rapidement sur des mêmes coins et les revendre. Bon, maintenant qu'on a réussi à démêler le vrai du faux quant à cette information, on ne peut pas nier le fait que des transactions échouent, même si 92% des transactions avaient été réalisées par des robots, le fait qu'on puisse avoir un taux d'échec assez élevé, ça peut faire peur. Déjà, pour le comprendre, bon, je t'inviterai à lire ce thread à tête reposée, mais très simplement, à travers ce graphique, on voit que il y a plusieurs transactions qui viennent dans un bloc. Donc là, on voit que 90% justement sont des robots. Et là, il y a une personne qui va acheter son même coin. Et ce bloc, comme il reçoit trop de transactions en même temps, il peut pas toutes les gérer en fait. Il n'a pas les reins solides pour ça. C'est pour ça que certaines échouent. Donc ça, c'est un fait qui est vraiment présent, un problème que rencontre la blockchain Solana. Maintenant, qu'est-ce qui est en train d'être mis en place pour justement résoudre ce problème? Donc pour répondre à ce problème, plusieurs projets sont en train de travailler sur un système de patch et parmi eux, il y a les équipes de Jump ou de Anza. Donc on est conscient que le problème existe, mais des solutions sont en train d'être développées justement pour que ce problème puisse cesser. Donc affaire à suivre. Mais juste pour terminer avec ça, il faut bien qu'on se rende compte qu'actuellement, être dans la crypto, c'est quand même être un peu fou, un peu bizarre, et on est vraiment très très tôt dans son évolution. Actuellement, c'est comme si on était au tout début de la révolution Internet. Et si tu compares un site Internet maintenant à un site Internet quelques années après son existence, c'est le jour et la nuit. Donc, selon moi, c'est normal que les blockchains qu'on utilise n'ont pas encore une performance optimale, mais ce qu'il faut voir plutôt, c'est leur courbe d'amélioration. Est-ce qu'elles arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes pour s'améliorer et augmenter en performance au cours du temps? En tout cas, pour Solana, je pense que c'est le cas. À titre personnel, je reste toujours bullish sur Solana, mais je suis quand même consciente que des problèmes existent et doivent être améliorés. Partage-moi tes retours en commentaire. Dis-moi si tu es bullish sur Solana ou si selon toi ces problèmes sont juste la preuve que Solana est voué à l'échec. Maintenant, passons à un autre sujet, on va parler des stablecoins. Il y a quelques semaines, on a vu que BlackRock voulait sortir un fonds tokenisé. C'est comme s'ils voulaient sortir un stablecoin sans forcément dire les termes, mais bon, bref. Là, on a un gros projet qui est venu et qui dit les termes. Ripple devrait lancer son stablecoin. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce stablecoin va non seulement être déployé sur sa blockchain, c'est quand même la moindre des choses, hein, mais il va aussi être déployé sur la blockchain Ethereum. Et d'ailleurs, il aura le standard ERC20. Et Ripple voit aussi qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans le secteur des stablecoins. Et à travers l'article, on le voit, le marché des stablecoins est estimé à plus de 150 milliards de dollars aujourd'hui et devrait dépasser les 2,8 trillions de dollars en 2028. Il y a de l'argent à se faire. Ripple veut prendre sa part de ce gros gâteau. On a aussi une autre entité qui nous a partagé une bombe. C'est PayPal. L'entreprise PayPal avait lancé son stablecoin l'année dernière, il me semble. Bon, le succès était assez mitigé, mais là, ce qu'ils veulent mettre en place, ça pourrait vraiment changer le game. En fait, ils veulent permettre à leurs utilisateurs d'utiliser leur stablecoin pour justement réaliser des paiements transfrontaliers pour faire du stablecoin to fiat sans frais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire et on voit vraiment la valeur ajoutée de la blockchain. C'est quelque chose que je te dis souvent, selon moi, une des premières utilités, un des cas d'utilisation les plus pertinents de la blockchain, c'est justement les paiements qu'on peut faire en faisant abstraction des tiers de confiance pour réaliser des paiements à n'importe qui, n'importe quand, à moindre frais et de manière quasi instantanée. Ce système n'est pas possible dans la finance traditionnelle, c'est possible avec la blockchain et PayPal veut capitaliser dessus. Alors c'est quelque chose à suivre de très très près et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des stablecoins et même là, je vais t'en reparler. Mais bon, passons à la suite. Maintenant, on va passer
à l'écosystème des L2, qui est également un écosystème à fort potentiel. Et là, on a les refs Van Eck. Donc, Van Eck, c'est un fonds qui gère plusieurs millions de dollars, qui pense que l'écosystème des L2 pourrait valoir 1 trillion de dollars d'ici 2030. Donc, je te partage quelques graphiques qui sont issus de leur rapport, que tu pourras le lire aussi. Tu auras le lien dans la newsletter. Là, on voit ici l'évolution du nombre de transactions sur l'écosystème Ethereum. Donc, l'écosystème Ethereum, ça comprend Ethereum, mais aussi l'écosystème DL2 qui se base sur Ethereum. On voit que la hausse est assez importante. De l'autre côté, on a la part de marché d'Ethereum dans son écosystème. On peut voir qu'au cours du temps, celle-ci baisse. Pourquoi elle baisse? Parce qu'avec l'avènement des L2, celles-ci prennent de la part de marché dans cet écosystème à un tel point qu'Ethereum, finalement, aujourd'hui ne constitue que 20% de son propre écosystème. C'est aussi une raison qui peut montrer que le potentiel des L2 est assez puissant quand on voit la hausse des transactions et la part de marché qu'elles prennent dans cet écosystème. Et l'une des valeurs ajoutées principales de ces L2, c'est que contrairement à Ethereum où les transactions peuvent être lentes et assez onéreuses, sur les L2, justement, les transactions sont plus rapides et nettement moins chères. L'autre graphique, bon, c'est directement relié à ce que je viens de te dire et c'est aussi relié à la mise à jour d'Ancun qui avait été réalisée il y a quelques semaines, qui avait permis de réduire drastiquement les frais de transaction sur les L2, mais réduire aussi le coût pour publier des données sur Ethereum. Et on peut voir qu'avant la mise à jour, ça fallait payer très très cher. En fait, il y a un avant, un après. Avant, c'était cher et là, on voit que après les coûts pour publier des données sur Ethereum presque sont infimes en fait. Maintenant, je vais te partager les 5 secrets à prendre en compte pour dénicher des blockchains pépites qui ont été partagés dans le rapport de Van Eck. Le premier, c'est le prix des transactions. Personne ne veut payer des sommes exorbitantes pour valider une transaction. C'est pour ça que plus une blockchain pourra proposer des frais de transaction faibles, plus elle pourra être attirante, sexy pour les utilisateurs. L'autre point, c'est l'expérience pour les développeurs, parce que pour qu'une blockchain puisse fonctionner et avoir de l'activité, il faut qu'il y ait des applications sur cette blockchain. Ces applications seront codées par des développeurs et pour que les développeurs aient envie de coder sur la blockchain en question, il faut que ceux-ci puissent aussi avoir une expérience qui est agréable, qui puisse coder dans un langage qui soit assez facile à prendre en main. C'est pour ça que l'expérience des développeurs est très 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 importante. Et ce que tu peux faire, c'est que si tu connais des développeurs qui codent sur une blockchain, demande-leur quelle est leur expérience sur la blockchain, pourquoi ils ont décidé de coder leur application sur cette blockchain plutôt qu'une autre. Ça peut être très très pertinent pour ton raisonnement. L'autre, c'est aussi l'expérience utilisateur. Parce que si on a des développeurs qui codent sur une blockchain, mais que de l'autre côté, il n'y a aucun utilisateur, malheureusement, la blockchain ira à zéro. Et ça, c'est quelque chose que tu peux toi-même évaluer. Quand tu vas sur une blockchain, est-ce que tu apprécies l'expérience? Est-ce que tu trouves que les applications sont bien réalisées? Est-ce que la blockchain est rapide, agréable? Tout ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et plus c'est simple, plus c'est facile à prendre en main, plus la blockchain aura un potentiel d'appréciation élevé. Enfin, il y a tout ce qui concerne la notion de trust et la confiance. Je suis désolée frérot, parfois un peu fatiguée. La confiance. Est-ce que tu as confiance quand tu es sur cette blockchain? Est-ce que cette blockchain est toujours active ou est-ce que elle a souvent des problèmes qui la poussent à s'arrêter ou à se mettre en pause? Est-ce que cette blockchain est manipulée par quelques VC qui peuvent facilement retirer l'argent qu'il y a dessus? Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte dans notre raisonnement. Enfin, quelle est la taille de l'écosystème de la blockchain? Parce que l'attractivité de la blockchain, que ce soit en termes de développeurs et d'utilisateurs, est aussi conditionnée par son écosystème, les partenariats qu'elle fait, tous les nouveaux projets qui décident de se déployer sur cette nouvelle blockchain alors qu'ils étaient déjà présents sur d'autres blockchains. C'est hyper pertinent. Donc, je t'invite vraiment à les retenir, mais dans tous les cas, je te les repartagerai dans la newsletter. Le lien sera en description. Et en prenant en compte ces 5 critères,
J'ai pu aussi dénicher des blockchains pépites qui n'ont pas encore explosé, mais qui pourraient exploser. Et c'est d'ailleurs sur une de ces blockchains que j'ai réussi à faire un x20 avec une stratégie assez particulière où le risque est modéré. Si tu es dans le club alpha, je t'en ai parlé, j'ai fait un mini cours DeFi sur cette stratégie. Et si tu veux juste télécharger le cours, je te le mettrai aussi en description, je te le partagerai dans la newsletter. Tout ça pour te dire que Von Eck a partagé des blockchains dans son rapport, mais l'écosystème des L2 est encore plus grand. Et si tu veux avoir une longueur d'avance, tu peux essayer de te positionner sur les blockchains qui n'ont pas encore explosé en termes de popularité et de hype, mais qui pourraient le faire à l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? Je te laisse creuser ces réflexions dans ta tête. L'autre information assez pertinente maintenant, qui concerne les L2, c'est que là, on a la TVL des plus grosses blockchains. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque qu'avant, en tout cas en janvier 2023, l'écosystème était dominé par Polygon et Arbitrum. Et là, aujourd'hui, changement total. On a Base qui est arrivé et là, ils ont réussi à se hisser à la deuxième position des blockchains avec la plus grosse TVL. Franchement, Base, frérot, je t'en ai parlé, je te le redis. Selon moi, cet écosystème a un très fort potentiel et reste bien connecté parce que dans les prochains jours, je devrais publier une vidéo où on va passer en revue l'écosystème Base et les projets les plus pertinents à utiliser. Parce que même si Base a connu une croissance exponentielle, c'est encore un bébé, il y a encore moyen de manger. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Dans tous les cas, je sais que les faussaires sont connectés, on parle le même langage. Bon, ceci étant dit, on va parler des mêmes coins et c'est indirectement relié à un point qu'on a vu juste avant, l'écosystème. Parce que les mêmes coins attirent énormément de personnes et les mêmes coins sont vraiment, ont vraiment des communautés soudées, pardon, et les mêmes coins peuvent aussi permettre d'agrandir les écosystèmes des blockchains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la BNB Chain a voulu lancer une bataille de memcoin avec 1 million de dollars à la clé. Parce que là, elle voit qu'elle perd en popularité par rapport aux autres. Elle voit par exemple que sur Solana, les memcoins sont en train d'exploser. Elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi aussi, je veux des memcoins. Et là, elle veut attirer les gens avec de l'argent. Donc, ça montre aussi que même si on critique les mêmes coins de par leur manque d'utilité, j'ai envie de dire que l'utilité, c'est relative. Et si les mêmes coins servent, ne serait-ce qu'à souder la communauté d'une blockchain, ça peut quand même être une utilité assez pertinente. Et peut-être même que les mêmes coins qui sont présents sur une blockchain pourraient être aussi un critère sur son potentiel d'appréciation et de buzz. Parce que tu sais qu'ici, dans la crypto, on est vraiment dans l'économie de l'attention. Ce ne sont pas forcément les projets qui ont la meilleure tech, les meilleurs fondamentaux qui gagnent, mais ce sont les projets qui réussissent justement à attirer l'attention vers eux. Donc ça peut dépendre des narratifs ou de la hype autour des mêmes coins. Maintenant, on est dans les mêmes coins. Autre nouvelle assez notable que je voulais te partager. On a le projet Bonsai qui a finalisé une levée d'1 million de dollars. Et ce qui est assez intéressant avec l'écosystème Bonsai, c'est qu'il est directement relié à Lenster. Donc Lenster, c'est un réseau social Web3. D'ailleurs, je pense que les réseaux sociaux Web3 vont connaître une forte hype. La semaine dernière, on avait vu ensemble le réseau Farcaster. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur Farcaster, je te suivrai en retour. Et là, on a le token, le même coin, plutôt Bonsai sur Lens Protocol qui lève 1 million de dollars. Alors, c'est pratiquement impossible d'être à l'affût de toutes les opportunités. Par exemple, Lens, je m'étais inscrite, mais j'avoue que j'ai un peu délaissé. En revanche, si Lens, c'est un réseau que tu préfères par rapport à Farcaster, tu peux creuser parce que là aussi, il y a de belles opportunités à saisir. J'avais vu un truc ici, je sais plus si je vais le retrouver. Là, tu peux, par exemple, ils ont leur Orb Club. En tout cas, je t'invite vraiment à creuser les opportunités qu'on peut avoir sur Lens si c'est un réseau social qui t'intéresse. Lens, ils sont sur Polygon, il me semble, Polygon, L2, écosystème Ethereum. D'ailleurs, Farcaster est aussi sur l'écosystème Ethereum. Maintenant, passons à Binance. En fait, il y a une nouvelle qui m'a assez surprise et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Si tu as des idées, n'hésite pas à me les partager. On a appris que Binance allait mettre un terme au support des NFT Bitcoin qu'il avait récemment mis en place, malgré la surge, malgré la hausse d'intérêt, on va dire. Tu m'as compris, frérot. J'ai pas compris pourquoi.
Mais bon, je pense pas non plus que ce soit bearish pour les NFT Bitcoin, parce que là, on a un gros fonds qui a partagé un rapport sur justement l'ascension des Bitcoins ordinals. Je pense qu'ils sont bullish. Il y a le halving qui vient bientôt, qui va permettre au Bitcoin d'être remis sur le devant de la scène. Comme le halving arrive tous les 4 ans, il est fort probable que plusieurs médias en parlent. Et puis on a aussi l'écosystème des L2 qui est en train de se développer. Et là, on a un projet qui vient de lever 5 millions de dollars. En plus, actuellement, ils ont plusieurs missions à réaliser, pardon, qui pourraient te faire gagner peut-être un airdrop ou en tout cas plusieurs avantages. Je t'ai partagé les missions dans le canal Telegram. Donc, si tu n'en fais pas encore partie, je t'invite à t'abonner à la newsletter et je vais t'envoyer le lien du canal par mail. En tout cas, l'écosystème Bitcoin, c'est à suivre. J'avoue que c'est pas forcément l'écosystème Bitcoin que je suis de plus près, même s'il y a de belles opportunités. Là, on parle des ordinals, des L2, mais il y a aussi les runes, par exemple. Je sais que dans le Club Alpha, il y a un ref qui est vraiment positionné sur les runes et il y a aussi un bel écosystème et de très, très belles opportunités sur les runes. Il y a aussi Atomical. Atomical, ils étaient un peu en train de galérer. J'ai l'impression qu'ils remontent un peu. En tout cas, frérot, si tu es dans l'écosystème Bitcoin, partage-moi tes retours en commentaire sur les opportunités qui sont les plus belles à saisir selon toi. En parlant de stablecoin, je voulais aussi te partager cette petite nouvelle qui nous vient du projet Etna Lab, qui est un stablecoin backé par l'Ether. Là, ils viennent d'annoncer rajouter le Bitcoin comme actif sous-jacent à leur stablecoin. Donc, à suivre. Je sais que c'est un projet qui ne fait pas forcément l'unanimité, mais bon, force est de constater qu'il est présent. Et en plus, si tu étais positionné dessus, tu as pu bien manger parce qu'ils ont récemment rincé leur communauté avec un airdrop assez intéressant. En parlant d'airdrop, belle transition frérot. Là, ces dernières semaines, franchement, c'est de la folie. Airdrop de l'ENA, airdrop du W, Nîmes, Camino, il y a Parcel qui devrait arriver, Tensor, et il y en a d'autres. Il y a d'autres opportunités, dont une dans le narratif du Web3 Gaming qui pourrait, selon moi, avoir un très très fort potentiel. Je te l'ai partagé dans le canal Telegram et dans la newsletter, je te partagerai aussi d'autres opportunités d'airdrop. Là, je pense que comme le marché est en train de reprendre de belles couleurs, les projets vont profiter justement de cette période, soit pour lancer les airdrops, soit pour lancer leur campagne d'airdrop. Donc ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Je voulais terminer avec cette levée de fonds à 2 chiffres. On a le projet IoTex qui vient de lever 50 millions de dollars. IoTex, c'est dans le narratif de la DeepIn, mais aussi de l'Internet des objets. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec IoTex, c'est que c'est pas un nouveau projet qui vient de sortir. En fait, c'était un projet, il me semble que c'était une des stars du bullrun précédent. Et on peut le voir à travers là. Donc, eux, ils se sont lancés en 2018. Donc, tu vois, c'est un ancien. Là, c'est un ancien. C'est un ancien. Donc là, premier bullrun, petite hausse. Là, bullrun précédent, justement, ils se sont bien appréciés. Après, grosse chute, bullrun. Et alors que plusieurs personnes pensaient le projet mort, là, il commence à renaître de ses cendres. En plus, là, comme on a aussi une hype qui est en train de se créer autour de l'IA et de la DeepIn, est-ce que ce serait une opportunité pour IoTex, justement, de s'apprécier à nouveau? Et même, est-ce que la technologie sous-jacente est assez intéressante? En tout cas, on sait qu'ils sont là depuis 2018, ils sont toujours présents, ils ont eu plusieurs années pour charbonner, à voir ce qu'ils peuvent proposer pour ce bull run. Donc je pense que c'est un projet à suivre. Je t'invite à Dior faire tes propres recherches. Si tu es bullish sur le projet, partage-moi tes retours en commentaire. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.